Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Geneviève Chêne et je suis professeure de santé publique ici à Bordeaux. Et je suis ravie, évidemment, d'assurer la modération. Donc, je vais faire de cette session. Je suis ravie aussi, évidemment, de rejoindre l'équipe pédagogique à partir de la rentrée prochaine et de faire connaissance avec vous. On a un programme qui est extrêmement dense et aussi de très grande qualité, avec des orateurs aussi et des intervenants de très grande qualité. Donc, je vais les laisser s'exprimer sur ces sujets qu'ils connaissent évidemment beaucoup mieux que moi. Et je n'ai pas hésité une seule seconde quand Simone Matoula, je pourrais dire que j'ai hésité longuement à rejoindre l'équipe pédagogique, pas du tout. Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que peut-être que l'expérience à la Direction générale de Santé publique France qui m'a le plus marquée pendant cette période de pandémie, c'est celle de voir les acteurs, et en particulier les acteurs de terrain de santé publique et de santé en général, et l'ensemble de leurs actions auprès des plus précaires et des plus défavorisés qui ont payé le plus lourd tribut à cette crise. Et évidemment, c'est une notion de santé publique qu'on connaît tous par définition. Mais là, j'en ai vu beaucoup d'éléments et d'effets concrets. Et donc, ça me semblait particulièrement important de pouvoir m'investir et aussi d'être au service de ce DU. Donc, sans transition, si j'ose dire, je laisse la parole à Séverine Deguin, qui est chercheure ici, effectivement, sur ces sujets-là, et qui va faire un tour d'horizon et une présentation des aspects scientifiques autour des inégalités sociales et comment elles construisent la santé, et en particulier des enfants. Et donc, très bonne journée. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, vous l'avez compris, je suis Séverine Deguin. Donc, j'ai repris l'EDU précarité avec Fabrice et Geneviève. Et donc, en guise d'introduction de cette journée sur laquelle on discutera, on échangera autour de la problématique enfants et précarité, en guise d'introduction, je vais vous parler un petit peu plus généralement des inégalités sociales de santé, en faisant un focus plus particulièrement sur la population des enfants, que vous savez que cette population est une population vulnérable, de par plein de facteurs sur lesquels nous pourrons revenir. Et donc progressivement, voilà, pour en arriver à définir notre thématique sur la précarité, je glisserai progressivement pour faire le lien entre inégalité sociale de santé et précarité. Tout d'abord, juste un petit rappel pour parler des inégalités sociales de santé. C'est lorsqu'on parle des ISS, donc inégalités sociales de santé, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça recouvre? Tout simplement, j'ai envie de dire au départ, c'est cette idée qu'il existe une relation entre un statut, le statut de santé, et une certaine position sociale, une catégorie sociale, et tout ça en le définissant selon différents indicateurs. Donc vous le savez, la position sociale, la catégorie sociale, elle peut se définir de différentes façons, le revenu, l'éducation, le statut professionnel, mais également le statut économique, de déprivation économique dans la zone dans laquelle vous résidez. Donc il y a plein de façons de définir la position sociale, la catégorie sociale. Mais finalement, ces inégalités sociales de santé, eh bien, j'ai envie de dire que peu importe les indicateurs qui sont utilisés pour parler d'un événement de santé ou pour caractériser le volet plutôt socio-économique, finalement, les inégalités sociales, elles tendent toujours vers les populations les plus défavorisées, ont un état de santé, par comparaison aux populations les plus favorisées, plus dégradé. Et donc, c'est vraiment ça que recouvrent les inégalités sociales de santé. Alors, la réduction des inégalités sociales de santé, on en parle notamment, ça a été mis sur l'agenda politique dans les années 2000, 2009 plus particulièrement, dans le cadre de la préparation de la nouvelle loi de santé publique, qui définit la lutte contre les inégalités sociales de santé comme un enjeu majeur de santé publique. Et puis, plus récemment, c'est affiché comme un objectif dans la stratégie nationale de santé, donc la stratégie de 2018-2022, où clairement était affiché dans cette stratégie de santé que cette stratégie devait contribuer à la lutte contre l'ensemble des inégalités sociales et territoriales de santé. Donc on voit qu'aujourd'hui, cette problématique, on est vraiment au cœur de cette problématique.
Et puis, parler des inégalités sociales de santé, ça renvoie à ce que sûrement nombreux connaissent la définition, comment sont structurés les différents déterminants sociaux de la santé. Donc à gauche, juste pour vous rappeler un peu cette imbrication des différents déterminants sociaux qui partent de l'individuel au plus proche de l'état de santé pour aller vers le contextuel, vers le global. Donc vous retrouvez classiquement dans les différentes catégories des déterminants sociaux le comportement individuel. Et donc ça, je pense que en tant que professionnel de santé, vous devez le rencontrer, à savoir c'est les grands facteurs comportementaux comme la consommation de tabac, la consommation d'alcool. On retrouve également l'activité physique. Mais l'idée de cette catégorisation des déterminants sociaux, c'est de dire aussi ces personnes-là, elles vivent dans des communautés, ça s'inscrit dans des communautés, dans des milieux de vie qu'elles parcourent à la maison, donc le logement, mais également au travail, dans les activités de loisirs. Et donc c'est cette imbrication de déterminants qui finalement s'accumulent et qui définit les différentes catégories des déterminants sociaux. Donc l'individu au centre, ses caractéristiques à la fois âge, sexe et puis le patrimoine génétique, j'ai envie de dire, ses comportements qui peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé, mais des comportements dans des lieux de vie qu'ils fréquentent, des lieux de travail, tout ça dans un système aussi de santé, d'éducation et dans un contexte global des politiques qui définissent notre société. Alors, juste quelques chiffres pour vraiment montrer que lorsqu'on parle d'inégalité sociale de santé, on ne parle pas de juste quelques différences. On est vraiment sur des différences qui sont largement marquées. Et donc ici, un indicateur classique de santé, l'espérance de vie. Et sur ce graphique, vous voyez la courbe en rouge qui représente les femmes, l'espérance de vie des femmes, en vert les hommes. Et ici, l'axe que vous voyez en abscisse définissent un gradient de revenus. Depuis ici, les populations avec un revenu les plus faibles, correspondant même aux 5% de la population la plus défavorisée, pour grimper jusqu'à ici, c'est-à-dire les revenus les plus élevés, définissant les 5% de la population les plus riches en termes de revenus. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut observer? Il s'agit de l'espérance de vie à la naissance, et donc on voit qu'il y a une différence de 13 ans à la naissance entre les populations les plus défavorisées avec une espérance de vie qui est égale à 71 ans, presque 72 ans, alors que cette espérance de vie dépasse 84 ans pour les 5% de la population les plus riches. Et puis les femmes, j'ai envie de dire, c'est la même chose, mais avec ce décalage, une courbe un petit peu décalée vers le haut, mais on retrouve malgré tout cette grosse différence d'espérance de vie entre les plus pauvres et les populations les plus riches. Mais encore une fois, il faut montrer la complexité, et c'est aussi ce qui rend complexe l'analyse des inégalités sociales de santé, et ensuite on parlera plus précisément de la précarité. Ce qui rend complexe, ce n'est pas juste un déterminant, c'est l'accumulation de facteurs défavorables, et ici, c'en est une illustration. Ici, il s'agit de l'espérance de vie à 35 ans, et donc toutes ces courbes représentent l'espérance de vie à 35 ans selon le niveau d'études de la population. Donc vous avez en vert les sans diplôme, et puis plus l'on monte dans la courbe, plus cela représente un niveau d'études plus élevé. Et puis en abscisse, vous avez de nouveau les revenus avec ici tout ce qui correspond aux populations les plus défavorisées, donc c'est les revenus les plus faibles, et puis ici, les revenus les plus élevés. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une augmentation donc, de l'espérance de vie à 35 ans avec le niveau de revenus, donc ce qui confirme ce qu'on a montré précédemment, mais qu'on voit qu'il y a ce décalage qui persiste selon le niveau d'éducation, et il y a cet écart qui se maintient en fonction du niveau d'éducation. Et puis quelques chiffres, mais je ne veux pas non plus vous assommer et commencer la matinée à vous assommer avec plusieurs chiffres, c'est juste pour poser cette problématique et pour savoir de quoi nous parlons aujourd'hui en termes d'inégalité sociale de santé en France.
quelques chiffres autour des hospitalisations pour maladies cardiovasculaires. Et donc, j'ai simplement fait un petit focus sur l'infarctus du myocarde et l'insuffisance cardiaque. Et qu'est-ce que nous voyons? Il s'agit d'une comparaison entre les taux d'hospitalisation chez les populations les plus défavorisées et chez les populations les plus favorisées. Et simplement, qu'est-ce que l'on observe? Que le risque d'hospitalisation pour infarctus du myocarde est 1,35 fois plus élevé parmi les populations les plus défavorisées par rapport aux plus favorisées. Et le même constat, nous pouvons faire le même constat pour l'insuffisance cardiaque avec à peu près le même ratio, 1,44. Il y a 1,44 fois plus de risque d'être hospitalisé pour des populations plus défavorisées par rapport aux plus favorisées. Donc, passons maintenant à la population qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'enfant. Et donc, intéressons-nous plus spécifiquement aux inégalités sociales de santé dans l'enfance. Et donc, je vais vous illustrer par quelques chiffres, les derniers chiffres de l'INSEE, qui montrent ces inégalités qui commencent dès la grossesse et qui perdurent, voire qui s'accroissent durant l'enfance et l'adolescence. Premier exemple, il s'agit d'un exemple donc, de l'INSEE qui regardait la consommation de tabac pendant la grossesse entre, ici, en bleu clair, en bleu clair, vous avez les femmes cadres et en bleu foncé, les femmes ouvrières. Et donc là, tout simplement, on fait le constat que 23% des femmes, durant leur grossesse, consomment du tabac parmi les femmes qui sont ouvrières, par comparaison aux femmes cadres, où là, on est sur quelques pourcents qui varient selon le nombre de cigarettes par jour, qui varient entre 5% et 1%. Donc on voit bien, sachant que, donc là on est clairement dans les déterminants individuels que j'ai présentés précédemment, on voit bien là le poids que peut avoir finalement le comportement individuel pendant la grossesse avec ce qu'on connaît comme conséquence à la naissance. On continue, il y a la grossesse, ensuite il y a la naissance. Qu'est-ce que l'on constate à la naissance? Eh bien c'est que ces inégalités sociales de santé, elles se poursuivent à la naissance. Et comment ça se caractérise? Eh bien là, tout simplement, je vous ai représenté le taux de naissance prématuré selon différents indicateurs mesurés dans la commune de résidence des femmes qui ont accouché d'un enfant prématuré. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que, par exemple, si j'analyse le premier élément qui est la part des ouvriers, parmi les communes pour lesquelles il y a plus d'ouvriers, eh bien finalement, le taux de prématurés est plus élevé, 5%. Alors, du coup, c'est peut-être pas le bon exemple, mais prenons à ce moment-là le revenu. Le revenu, on est à 6% de naissances prématurées, contre pour un revenu plus élevé à 4,5%. Donc, on voit que là aussi, à la naissance, on observe des événements à la naissance qui peuvent être directement liés aux caractéristiques sociales des parents, et là, en l'occurrence, de la mère. Et puis, glissons progressivement vers l'enfance et l'adolescence, avec peut-être des chiffres que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit de la corpulence des enfants et donc notamment l'obésité. Et donc là, vous avez chaque barre qui correspond à un statut socio-professionnel. En premier, les agriculteurs. Attardons-nous sur la comparaison entre les cadres et les ouvriers. Tout simplement, si vous n'êtes pas à même de lire la légende en rouge, il s'agit de la population en rouge et en bleu des enfants en surpoids ou en obésité. Et donc, il est facilement détectable que, quand on compare les deux barres entre cadres et ouvriers, qu'effectivement, la barre bleue, notamment bleue, qui représente l'obésité, est nettement visible pour la population d'ouvriers, par comparaison aux cadres, où là, elle est quasiment inexistante. Donc voilà, ces exemples-là, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais c'est pour vous montrer le poids du statut socio-économique des parents sur l'enfant, qui commence dès la grossesse, qui se poursuit à la naissance, et bien au-delà, durant l'enfance et l'adolescence. Alors, nous allons parler de l'enfant. Donc, il y a un contexte aujourd'hui scientifique, politique, que j'aimerais rapidement vous rappeler, qui permettent aujourd'hui de
aller vers la priorisation des actions pendant la grossesse, à la naissance et pendant l'enfance. Et citons 3 notions, 3 concepts. Nous avons tout d'abord le concept sur lequel je vais revenir de l'origine développementale de la santé et des maladies. Nous avons le contexte du développement de l'épigénétique. N'ayez pas peur, je vais le définir rapidement. Et le rapport des 1000 jours, des 1000 premiers jours de vie que vous connaissez certainement, puisqu'il a été publié il n'y a pas si longtemps que ça. Tout d'abord, l'origine développementale de la santé et des maladies. Qu'est-ce que ça recouvre? Eh bien, c'est un concept qui est né dans les années 80, qui a été défini par David Baker, et qui était l'une des premières études qui montrait le lien entre le risque de décès par maladie coronarienne à l'âge adulte, et il mettait en lien avec le poids à la naissance. Et donc, c'était l'un des premiers travaux qui montrait combien, pendant l'enfance, donc là je reprends ce que je disais tout à l'heure, la grossesse, à la naissance et à l'enfance, combien tout ça pouvait impacter sur l'âge adulte en termes d'événements de santé. Et donc c'est ce concept-là qui a été ensuite défini comme la DOAD. Et donc ce concept-là, il a permis d'apporter un regard nouveau sur la santé de façon globale. Et donc l'idée d'intervenir précocement chez les enfants pour faire en sorte que l'enfant rentre dans la période adolescente et adulte avec le meilleur capital santé, comme aussi une façon de prévenir un certain nombre d'événements de santé à l'âge adulte, avec justement, tout ça plaidait en faveur d'intervention donc précoce de réduction des inégalités sociales de santé. En intervenant précocement, c'est aussi une façon sur les futures générations de pouvoir prévenir la survenue de certaines maladies. Deuxième élément, donc le concept d'épigénétique, qui est finalement des outils, des méthodes qui se sont développées et qui est quelque chose de très précieux, puisque ce sont des outils qui vont nous permettre vraiment concrètement d'établir des relations de causalité entre certains facteurs et certains déterminants et la survenue d'événements de santé. Et donc l'épigénétique recouvre des changements donc héritables, mais réversibles, donc j'ai repris la définition, réversibles dans l'expression des gènes qui sont régulés par des mécanismes autres que des séquences de l'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un patrimoine génétique, mais celui-ci pourrait être modifié en fonction de certaines expositions durant l'enfance qui pourraient expliquer la survenue de certaines maladies à l'âge adulte. Et donc aujourd'hui, ça apporte des éléments précieux sur la compréhension des mécanismes en jeu entre des déterminants, notamment dans l'environnement, et l'expression de certains gènes qui sont susceptibles d'impacter la santé, non pas seulement aujourd'hui à l'âge qu'ils ont, mais également dans le futur. Et puis enfin, je terminerai sur le rapport des 1000 premiers jours, qui est un concept qui a déjà émergé dans les années 2016 avec l'OMS et l'UNICEF. Et donc, effectivement, j'ai repris 2 citations. Une citation du groupe de la Banque mondiale, donc le vice-président chargé du développement humain, et donc qui disait que les données scientifiques et économiques incitent clairement à investir dans les 1000 premiers jours de vie d'un enfant et dès la grossesse de la mère. Donc déjà en 2016, effectivement, il y avait ce constat-là où on disait qu'il faut vraiment agir sur cette période précoce de plus grande vulnérabilité. Et puis ajouter le directeur exécutif de l'UNICEF que les études scientifiques montrent que la biologie ne décide pas de notre destin et que c'est le vécu des enfants lors les tout premiers jours et années qui conditionnent et définissent leur avenir. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, il faut agir précocement pour pouvoir prévenir un certain nombre de problèmes de santé à l'âge adulte. Et donc, c'est une approche globale de la santé, de la mère, de l'enfant, pour promouvoir un environnement favorable, c'est le concept d'environnement favorable pour la santé, au développement, donc là, avec un focus sur l'enfant, au développement du fœtus et du nouveau-né. Ce concept, il a été formalisé dans le rapport de 2020 sur les 1000 premiers jours, avec un objectif général que je vous rappelle, qui était de sensibiliser les décideurs politiques, les professionnels de santé, les familles et la société, sur justement cette importance de cette période de plus grande vulnérabilité,
aux différentes conditions de vie qui leur étaient défavorables. Et plus explicitement, pour ce qui nous réunit en termes de précarité et inégalité sociale de santé, j'ai extrait un des objectifs spécifiques de ce rapport, qui était de promouvoir l'équité et avec un accès à des soins, à un environnement favorable durant cette période critique, donc on vient de définir donc, par les 1000 premiers jours, rapporte également l'existence de disparités socio-économiques qui peuvent influencer le développement de l'enfant. Donc ça, c'est illustré par les diapos précédentes dans lesquelles je vous ai présenté quelques chiffres. Et tout ça va vers un encouragement d'intervention ciblée pour réduire les inégalités et plus particulièrement durant cette période de vie. Donc voilà, on a parlé des inégalités, mais finalement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la précarité. Donc il m'a semblé, pour amener à vous présenter le programme plus précisément, ce qui m'a semblé important, c'est d'avoir une idée un peu claire de ces différences entre lutte contre la précarité versus lutte contre les inégalités sociales de santé. Et donc, effectivement, les deux luttes, j'ai envie de dire, ils ont un point commun. On cherche à améliorer la santé des populations, on cherche à réduire les injustices sociales, on veut améliorer, pour améliorer la santé, on veut améliorer les conditions de vie des populations, et on cherche à promouvoir de façon plus générale une société plus équitable. Donc ça, c'est les points communs. C'est-à-dire que finalement, c'est un objectif de santé publique d'amélioration des conditions de vie qui permet d'améliorer la santé de la population. Mais il y a également des différences. Donc la différence, si on commence par la précarité, c'est que la précarité, on va vraiment se focaliser sur une réduction de situations de vulnérabilité de certains groupes de population. Et donc, on en connaît, enfin voilà, il y a des populations plus vulnérables. On a parlé des enfants, mais on pourrait parler des personnes sans domicile, des migrants, etc. Donc là, on va faire un espèce de zoom pour bien identifier leurs facteurs de vulnérabilité et pour justement agir contre ces facteurs et améliorer la santé. On va s'attaquer donc aux causes profondes de la précarité, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à comprendre l'enchaînement de facteurs qui conduisent la personne à être dans une situation de précarité et potentiellement ensuite à augmenter un certain nombre de problèmes de santé. Donc on va essayer de comprendre tout ça pour pouvoir en amont essayer d'agir. Et donc on va essayer in fine, d'offrir des opportunités pour sortir de la précarité. La lutte contre les inégalités sociales, on est plus dans une comparaison, une mesure d'écart entre différents groupes de population selon le statut socio-économique. Donc on va être sur une réduction des inégalités sociales de santé, où une réduction des inégalités sociales va être une réduction des différences entre différents groupes socio-économiques. On va s'intéresser aux écarts. On va s'intéresser... j'ai fait un copier-coller. Oui. On va s'intéresser donc aux différentes conditions. Désolée, là je vois que j'ai fait un copier-coller. Donc on va essayer de regarder les différentes conditions existantes entre des groupes de population pour justement faire en sorte d'améliorer la situation et donc de réduire les inégalités, donc réduire ces écarts. Donc là, on est sur l'ensemble de la population, j'ai envie de dire. On n'est pas sur... voilà, c'est ce gradient, on va essayer de faire en sorte que les écarts se réduisent entre les populations dites les plus riches et les populations les plus pauvres, alors que pour la lutte contre la précarité, on va faire on part du principe qu'on a déjà identifié les populations les plus précaires et on va essayer de lutter, d'agir sur les déterminants de cette précarité afin de favoriser la meilleure santé de la population. Donc ce qu'on peut dire pour la précarité versus les inégalités sociales, c'est que finalement la précarité apparaît comme une conséquence des inégalités sociales. Les inégalités sociales font que certains groupes de population sont en situation de précarité. Et donc les personnes en situation de précarité, c'est quelque part les personnes les plus impactées par les inégalités sociales. J'ai envie de dire que c'est le bout du bout
de notre distribution des populations les plus impactées par les inégalités sociales, donc les plus défavorisées. Et donc, pour finir, après cette introduction des inégalités, je vais vous présenter, voilà, ça me permet de vous introduire le programme de la journée. Donc ce programme, donc, il s'articule autour de enfants et précarité. Donc enfants, j'ai tenté en tous les cas de vous présenter l'ensemble des éléments qui justifient aujourd'hui combien l'enfant constitue une population vulnérable et combien il est important d'agir précocement durant l'enfance pour notamment éviter justement ces conséquences sur la santé à l'âge adulte. Et puis la précarité, parce qu'effectivement, ça permet de cibler sur des populations qui sont les plus vulnérables. Et donc, comme je vous l'ai détaillé juste au-dessus, sur la différence entre inégalité sociale de santé et précarité. Donc, juste après, j'aurai le plaisir d'accueillir, en visioconférence, puisque malheureusement, elle a eu un impératif professionnel qui l'a empêchée de se déplacer. Donc, Jody Sauret vous présentera une partie du plaidoyer qui a été publié il y a 2 ans sur enfants pauvres et exposition à la pollution de l'air. Et donc là, ça reprend un petit peu la définition des catégories des déterminants sociaux que je vous ai présenté précédemment, avec justement comment l'environnement peut justement accumuler avec la pauvreté et donc une vulnérabilité liée à l'âge qui est là l'enfant, et voir comment finalement on arrive à quelque chose qu'on pourrait définir comme une double peine, et je crois que Jody le définit ainsi, la double peine. L'enfant est vulnérable, il est d'autant plus qu'il vit dans un environnement pauvre, et en plus il est exposé à différentes nuisances environnementales. Ensuite, nous accueillerons Lisa Rambière, qui, elle, nous parlera du logement, alors plus particulièrement du coup du sans-logement, et donc il s'attardera sur la problématique de la santé mentale des enfants. Et puis le docteur Ayoun nous apportera des éléments de réponse sur la précarité. Est-ce seulement un contexte pour l'enfant? Et donc ceci clôturera la matinée. Donc ensuite il y aura une pause pour le déjeuner et puis pour échanger encore davantage et répondre à des questions que vous n'auriez pas pu poser durant cette matinée. Et donc nous nous retrouverons cet après-midi à partir de 14h, cette fois-ci pour avoir davantage de retours d'expérience autour d'une table ronde qui réunira les deux acteurs de la PMI avec cette question, la prévention précoce pour tous. Ensuite, nous accueillerons Marie-Pierre Lalanne de l'association laïque Prado, qui nous parlera de la parentalité et donc de la précarité. Et puis nous terminerons sur... alors c'est pas nous terminerons, mais effectivement nous intégrerons aussi un retour d'expérience de la PAS Gironde, et donc sous forme de table ronde pour favoriser justement tous ces échanges avant de conclure avec Geneviève. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a mis en appétit pour cette journée, en espérant que vous passez une agréable journée et que vous ayez des échanges riches et que vous sortiez de cette journée avec plein d'idées et plein de choses à valoriser, vous en tant que professionnel de santé. Et donc si vous avez des questions, eh bien, je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.